Le chiffre de l'année dernière, c'était 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en avril 2017, on lance le Kickstarter. Je crois qu'en 2 heures, on a dû faire 300 000 euros. On a fait des designs de produits néo-vintage, ce qui à l'époque n'était pas encore quelque chose de normal. La recette du succès, c'est d'avoir une section de tes produits qui a de l'originalité et une section stable. On a refait là dernièrement une série limitée qui est basée sur le même modèle, prismique du coup, et on a vendu 600 pièces avec des cadrans en pierre en 4 minutes. Vous, c'est 2017 du coup la date de création. Ouais, tout à fait. Donc toi à la base t'es un passionné d'horlogerie quand même. Ouais, bah il faut pour en faire. Tu vois, il faut comprendre. C'est un milieu très très spécifique. Tu vois, il faut comprendre les codes, il faut comprendre de quoi on parle. Et en fait, c'est assez difficile, je pense, de faire une marque de montre demain si t'as pas un bagage culturel horloger important. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette. Qu'est-ce qui est compliqué ? Bah, tu sais, je pense que. Alors, ça dépend un peu dans quelle mesure, dans quel contexte tu te trouves. Tu vois, justement, quand tu t'adresses à des collectionneurs, les collectionneurs, souvent, tu vois, veulent retrouver certains codes qui leur parlent à eux dans l'horlogerie. Ils veulent retrouver ça. Et donc, si tu veux, t'es quand même un petit peu obligé de comprendre ça pour pouvoir leur proposer. Et puis, t'as plein de gens qui n'ont pas besoin de comprendre ça, tu vois, pour voir que le produit est sympa et l'acheter, tu vois. Donc c'est pas un milieu fermé, mais je pense que c'est vraiment un milieu dans lequel la passion et tu vois et ce que ça peut animer fait que t'es obligé d'arriver avec une proposition qui se repose sur une base de connaissances, tu vois, en termes de design, en termes d'histoire, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ce choix-là, et bah, il faut pouvoir le justifier, quoi. Toi, là-bas, c'était plutôt, ce que je comprends, c'est plus les prix sont chers, plus c'est des marchés de collectionneurs, où tu t'investis, en fait, avec l'achat d'une montre, pas forcément juste pour la porter. Alors, je pense que c'est pas un investissement, en fait, si tu veux, je te prends, donc, je reviens un petit peu dans le passé, donc, je suis venu à l'horlogerie parce que mon père était collectionneur. Mon père a commencé à collectionner des montres dans les années 80. Il est décédé malheureusement quand j'avais 5 ans, donc il est décédé en 1995. Et si tu veux, à cette époque-là, l'horlogerie, c'était un milieu pareil de passionnés, tu vois, de mecs qui traînaient un petit peu dans les brocantes le dimanche. Il avait un petit calepin, tu vois, où il mettait les numéros des collectionneurs avec qui il avait l'habitude de traiter parce que il s'échangeait des pièces. T'avais des magazines qui sortaient des cotes à l'époque. Tu vois, comme les bagnoles, par exemple, tu avais une cote sur certains modèles. Donc, tu avais déjà un peu ce côté, tu vois, boursicotage, entre guillemets, dans l'horlogerie, mais comme dans plein d'autres milieux, tu vois, les timbres, c'est pareil, la monnaie, c'est pareil, les tableaux, c'est pareil. Enfin, tu vois, tu retrouves les mêmes codes dans l'horlogerie. L'automobile, c'est pareil. Et donc, ça a commencé un petit peu comme ça, mais c'était un tout petit milieu fermé, très niche. Et en fait, si tu veux, le côté investissement a toujours été un peu là, mais c'est largement amplifié avec, grosso modo, les bulles successivement qu'il y a eu depuis les années 90. Il y a eu une bulle en fin 2010, en fin des années 2000, donc juste avant la crise financière, quoi, grosso modo, 2008, où à l'époque on vendait des Rolex Daytona Paul Newman, peut-être 150 000, 160, 170 000 euros. Et en fait, je me souviens à cette époque-là lire sur les forums des gens qui disaient mais c'est de la folie. Où va le monde, tu vois, d'acheter des montres à ce prix-là, qui sont des montres relativement simples. C'est un petit chrono mécanique, tu vois, mais tu pouvais trouver de la qualité équivalente pour des montres à peut-être 3 000 euros, tu vois, mais moins. Et en fait, la bulle s'est tassée. Donc post-crise financière de 2008. Donc c'est redescendu, je sais pas, peut-être à 80 000. Et puis ça a fait que remonter depuis. Et en fait, un Daytona Paul Newman aujourd'hui, ça vaut ça vaut peut-être 300 ou 400 000 euros. Et le plus cher du monde, c'est celui de Paul Newman lui-même, qui s'est vendu 16 millions d'euros. Et en fait, si tu veux, il y a eu, je pense, un afflux de gens énormes dans l'horlogerie post-Covid. Et c'est venu en fait rajouter des liquidités immenses dans ce milieu-là. Et là, pour le coup, ça tu vois, ça a été considéré à tort comme un bon investissement de mettre ses sous dans les montres, parce que t'allais chez Rolex, t'allais acheter un Daytona, ça te coûtait, je sais pas, 15-16 000 euros, et tu ressortais et t'avais 40 000 euros en poche, en fait. Donc forcément, ça, tu vois, ça a emmené à bord beaucoup de gens. Sauf que là, depuis, au final, depuis 2 ans, la bulle
se rétracte un petit peu, tu vois, et les gens se rendent compte que voilà, il y a eu un afflux. Là, les gens partent un petit peu de ça en se disant, ok, j'ai fait mon temps. Et là, ça trie un petit peu les gens qui étaient là pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, quoi. Parce que toi, en fait, le marché que t'adresses, c'est pas un marché de collectionneurs. Donc toi, à la base, t'aimais bien, t'étais un amateur de montres. Ouais. Et du coup, en étant sur une gamme, donc, 500, 2000 euros. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas les mêmes leviers d'achat, j'imagine, chez les consommateurs, et c'est pas la même façon de concevoir les montres, j'imagine aussi. Est-ce que peut-être que tu peux annoncer un petit peu donc c'est 2017 le démarrage, c'est un petit peu avant avec le Kickstarter. C'est ça. Qu'est-ce qui était novateur chez Baltic? Novateur, tu vois, d'un point de vue technique, rien, je dirais. Ce qui était novateur, c'est plutôt l'offre produit qu'on a voulu faire. Assez paradoxalement, en fait, on a fait un design de produits néo-vintage, en gros. Ouais. Ce qui, à l'époque, était pas encore quelque chose de normal. Aujourd'hui, c'est complètement... c'est complètement dans les mœurs, c'est devenu vraiment pareil et dans plein de milieux différents, mais à l'époque c'était assez novateur en termes d'offres de design en tout cas. Donc ça c'était le premier truc. Et peut-être une question là-dessus, comment tu es arrivé là, comment t'as identifié? C'est une trend marché que t'as identifié? Alors on en parlait un petit peu avant, je crois que c'est parce que toi j'ai identifié cette trend-là parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai ressenti le besoin de trouver des produits comme ça. En fait, je me disais, ok, bah tu vois, si j'avais entre 500 et 1000 balles à dépenser dans une montre, je voudrais une petite montre, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment le courant des grosses montres. Tu vois, on trouvait fréquemment du 42, 43, 44, 45 mm sur des montres que les marques institutionnelles, traditionnelles sortaient, ce qui est franchement énorme, c'est importable. Et en fait, moi j'ai toujours aimé justement dans les montres vintage ce truc un peu petit, confortable, discret et en même temps classe, tu vois. Et j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus cool, même si ça dépend bien évidemment de la taille de ton poignet, mais... je trouve qu'une petite montre sur un gros poignet, ça marche bien aussi. Et donc, je voulais un peu ce truc-là. Et je voyais bien que, tu vois, quand je discutais avec mes potes amateurs d'horlogerie, qu'on voulait les mêmes choses un peu. Et en fait, il y avait très peu d'offres là-dessus. Encore une fois, aujourd'hui, ça paraît délirant parce que maintenant, il y a vraiment de tout, parce que le marché a beaucoup changé, mais il y avait très peu d'offres là-dessus. Et du coup, on s'est dit, c'est qu'a priori, ça peut remplir, tu vois, un besoin... peut-être pour des collectionneurs au début, donc des amateurs d'horlogerie, ce qui était le cas, clairement. C'était la première clientèle Ma première clientèle, ça a toujours été, depuis le début, des gens qui sont sensibles au milieu, qui sont déjà éduqués, tu vois, par le milieu de l'horlogerie, qui ont les codes, etc. Et qu'on direct saisi ce que tu voulais faire, en fait. De quoi? Et qu'on directement saisi ce que tu voulais faire. Ouais, tout à fait. Qu'on vu le truc en se disant, ok, écoute, je comprends là où il veut en venir, ça correspond à mon besoin, tu vois, en même temps, je pourrais acheter la même chose en vintage, mais en fait, je peux pas me baigner avec, je peux pas, tu vois, je suis obligé d'y penser, je suis obligé de les réviser tous les 5 ans, c'est fragile, et en même temps, tu vois, j'ai mis des sous dedans, mais j'ai pas envie que la cote en pâtisse en l'utilisant, donc je dois trouver une montre qui me donne le même feeling, mais qui soit neuve, utilisable, et dans lequel j'ai le même, tu vois, le même attrait, des mêmes codes au final. Donc il y avait ce besoin-là donc ce premier élément-là pour définir un peu ce qu'on voulait faire en termes de produits. Et le deuxième élément, c'était tout simplement la distribution directe. Pareil, très paradoxal, 2017, mais ça n'existait même pas quasiment à l'époque, de vendre des montres sur un site web, tu vois. C'était un peu... les gens devaient se dire, mais en fait, j'ai besoin de l'essayer, alors qu'une montre, en fait... t'as pas nécessairement besoin de l'essayer. Si tu arrives à comprendre un petit peu les dimensions, c'est pas nécessaire d'essayer une montre physiquement. Et ça, les gens, tu vois, ont dû un peu passer outre ce truc-là. Et en fait, c'est vraiment ce moment-là où c'est devenu de plus en plus commun et normal d'acheter une montre et de voir si ça marche en vrai et de la recevoir chez toi. Et tu as eu la réponse marché assez vite avec du coup le Kickstarter? Et on a eu la réponse marché assez vite. Du coup, on a préparé le Kickstarter pendant 6 mois. On avait déjà fait des protos, donc la phase proto a duré 1 an. Donc ça, je m'en suis chargé en même temps que mon autre boîte du coup que j'avais à l'époque. Et la phase préparation du Kickstarter a duré 6 mois. Donc j'ai fait un petit road trip à droite à gauche pour aller voir des médias, justement introduire un peu ce qu'on projetait de faire sur Kickstarter. Aux US aussi. Aux US notamment. Aux US, c'est là où tu as les plus gros médias, en tout cas à l'époque c'était les plus gros médias, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et j'allais voir ces médias-là en leur disant voilà, on a ce concept-là, on veut lancer à tel moment,
si vous pouvez nous soutenir en faisant un article, en parlant un peu de ce qu'on va faire, ce serait cool. Et puis voilà. Donc il n'y avait pas de contrepartie, tu vois. Et justement, c'était suffisamment différent et entre guillemets novateur à l'époque pour que les médias nous disent grave, je veux en parler, c'est cool, ça change. Faisons un truc ensemble. Et donc j'ai préparé ça pendant 6 mois. Je t'avais raconté aussi avant que on avait déjà un bureau donc pour notre autre marque de lunettes qu'on faisait en parallèle. Donc on avait un endroit physique dans lequel on pouvait présenter des prototypes. Donc on avait 12 prototypes à l'époque. Et entre janvier et avril 2017, via notre landing page et via notre Instagram, on a réussi à faire 250 rendez-vous entre janvier et avril pour présenter les montres physiquement avant que les gens puissent les précommander sur Kickstarter. Et en avril 2017, le 12 avril, on lance le Kickstarter et je crois qu'en 2 heures, on a dû faire 300 000 euros. Donc tu sais, c'est tout le temps en forme U un peu. Donc c'est beaucoup au début, un peu moins au milieu et toujours un petit rebond à la fin. Et là, on a fait 300 000 euros la première après-midi. Donc on a un peu halluciné. On avait eu des signes précurseurs un petit peu de gens qui semblaient intéressés. Tu vois, on recevait beaucoup de messages et tout, mais ça, très sincèrement, on s'attendait pas à ça non plus. Et on a fini à 545 000 euros, je crois, au bout de 30 jours. Et là, on s'est dit, OK, là, en fait, il n'y a plus de marche arrière possible. Là, il faut les produire, il faut les livrer, tu vois. Donc, c'était un vrai défi. Et peut-être une question sur juste les rendez-vous qui ont été faits. Ils ne pouvaient pas les acheter, en fait, à ce moment-là. Tu pouvais juste voir les prototypes. Tu pouvais juste les voir, les essayer. Toi, qu'est-ce que, en tant que toi, donc la boîte, qu'est-ce que t'attendais de ces rendez-vous-là? Qu'est-ce que ça te permettait de voir? En fait, moi, ça me permettait de connaître mes clients. Quel profil, justement. Donc, c'était des profils de gens qui étaient intéressés par l'horlogerie, qui avaient souvent déjà des collections, tu vois, plus ou moins grosses, plus ou moins pointues, etc. Mais ça partait toujours du même truc. C'est... en fait, je trouve ça cool de trouver ce produit-là à ce prix-là et en plus de pouvoir être en contact avec le fondateur, tu vois, ou en contact avec la marque directement, ce qui est toujours en soi. Alors, aujourd'hui, non, pas avec le fondateur, tu vois, mais en tout cas, il y a un côté vraiment proche entre le client et la marque. Encore une fois, tu vois, si tu vas chez Rolex aujourd'hui et que tu as suffisamment d'argent pour pouvoir acheter une Rolex en acier, on va un peu trironner, tu vois. Et en fait, justement, cette distance-là, elle a un peu dégoûté les clients de l'horlogerie ces dernières années. Et c'est quelque chose que les gens veulent fuir aujourd'hui. Ils veulent retrouver du contact avec les entrepreneurs, avec les équipes des collaborateurs qui gèrent ces petites marques. Et en fait, justement, cette proximité-là est beaucoup plus agréable pour les clients. Donc, tu avais l'offre produit, le prix et la proximité avec la marque. Ça, c'était un peu les 3 piliers qui sont toujours les 3 mêmes piliers d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est les 3 piliers qu'on proposait sur le Kickstarter et je pense que c'est ce qui a plu à ses clients amateurs d'horlogerie à l'époque. Ouais. Du coup, en préparation de cet épisode, on a réussi à identifier du coup 3 grandes phases de croissance pour Baltic. Tout ce qui s'est suivi un peu autour de ce Kickstarter, donc peut-être tu pourras nous raconter la suite, l'inflexion au niveau du Covid, et après la phase un petit peu de continuité de l'essor en 2022. Suite à ce Kickstarter-là, est-ce que la trajectoire continue dans la... Ouais, alors le Kickstarter, tu vois, c'était justement un peu le stress parce que tu te dis, OK, là, ça a bien marché, mais tu sais, c'est un peu le stress de je sais pas, de la première page où tu te dis, OK, ça a bien marché ici, mais qui te dit que sur un deuxième produit, il y aura le même succès, la même réception. Est-ce que finalement, c'était pas un coup de chance? Est-ce qu'on n'était pas là au bon moment, au bon endroit, mais ce sera pas le cas après? Donc, c'était un peu stressant, la suite de ça. Au final, on sort une édition limitée après les premières livraisons en janvier 2018. Donc, tu vois, entre avril et décembre, il y a eu la période de production liée aux précommandes. Donc, on a livré en décembre, janvier 2018. Et on fait une édition limitée, je crois, en avril-mai 2018 sur 200 pièces qu'on vend en 40 minutes. Alors, ouais, c'était 200 pièces en 40 minutes. Et là, on s'est dit, OK, bon, il se passe un truc, forcément, c'est encore parti très vite. T'avais de la frustration de gens qui étaient arrivés trop tard. Et en fait, là, c'était un peu le moment où on voyait un peu, tu vois, des choses que tu peux retrouver aujourd'hui assez fréquemment, mais c'est les drops en fait. Tu drops une édition limitée et puis si t'es là, fréquent pour les marques de montres de faire ça? C'est pas fréquent du tout. Okay. Non.
Pas du tout. Pourquoi vous avez fonctionné comme ça alors? Parce que en fait, on a fonctionné un peu comme ça, tu vois, par défaut. C'est-à-dire qu'on avait 200 pièces, on dit ok, on les met et puis on voit ce qui se passe. Ouais. Et on avait, je sais pas, on avait quelques milliers de personnes dans notre base client et dans nos bases email et on s'est dit ok, tu vois, on verra ce qui se passe. Sauf que drop, 40 minutes, plus rien, ok. Mais pareil, c'est le même design que la première. Est-ce que, tu vois, finalement, la plus grosse difficulté, c'est pas justement de faire un deuxième design qui soit accepté aussi, parce qu'on le disait juste avant en préparant cette interview, mais c'est important, tu vois, d'avoir des basiques un peu dans ta gamme qui perdurent et qui sont là pour longtemps, quoi. Et en fait, le deuxième design, c'est l'Aquascaf qu'on a fait en novembre 2018 en précommande aussi. Donc, c'est une plongeuse. Les plongeuses, en gros, dans l'horlogerie, c'est un grand classique. Tu vois, dans les fringues, t'as le t-shirt blanc. Dans les plongeuses, enfin, dans l'horlogerie, t'as les plongeuses, quoi. Tu vois, c'est vraiment le grand classique. C'est une montre que tu peux porter tous les jours sans trop faire gaffe, qui va dans l'eau. Donc, tu peux vraiment, c'est vraiment une montre quotidienne parfaite. Et donc, on fait ce design-là, stress un peu de la réception, et au final, ça a mieux marché que le Kickstarter. Et c'est encore aujourd'hui, 6 ans après, notre best-seller dans notre collection entière. Je te fais une courte interruption pour te parler du partenaire de cette vidéo, Simyo. Est-ce que tu savais que le ROI moyen d'une campagne WhatsApp pour un e-commerçant, c'est 30? T'as bien entendu. Ça s'explique pour une raison mathématique très simple, c'est que le taux d'ouverture d'un message, c'est 90%, versus 17% en moyenne pour un email classique. Simyo, c'est une solution qui permet aux e-commerçants d'activer WhatsApp comme un nouveau canal marketing et CRM, de façon totalement intégrée à Shopify, Klaviyo, Yotpo, Gorgias, etc. Ça a été monté par Tiffen, une de mes anciennes camarades d'HEC, et il travaille déjà avec une centaine de marques, comme Balzac, Balibaris, Rouge, Delab, etc. Il bosse aussi beaucoup en collaboration avec la Standardicom, l'agence CRM du groupe Kodak. Simyo, ça permet d'envoyer des automations, comme des relances de paniers abandonnés, des welcome flow, des back in stock, et des campagnes ponctuelles, comme pour le Black Friday par exemple. Tout ça sur WhatsApp. La collecte de contacts se fait dans une pop-up, exactement comme la collecte d'email. Souvent même on le demande juste après. Et ensuite, t'es sur le WhatsApp de tes clients. Et par exemple, la Standardicom a remarqué qu'avec WhatsApp, c'était plus de 2,3 fois le nombre de paniers abandonnés récupérés qu'en email uniquement. Ça a permis aussi notamment à SoShape d'obtenir un ROI de 98 sur une campagne de paniers abandonnés, avec une moyenne de 17,8 € par conversation engagée quand même. Pour en profiter, c'est très simple, il suffit de réserver une démo, ils te font le setup et c'est parti. En plus, t'as moins 10% pendant 1 an si jamais tu passes par le lien en description. Merci Simyo d'être le partenaire de cette vidéo, on retourne aux affaires. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail un petit peu de comment ça se passe le design d'une montre? Est-ce qu'il y a un moment où les clients interviennent dans le process? Alors ça, je pense que c'est un peu recette toujours qui appartient à chaque marque, tu vois. Je pense qu'on fait pas forcément tous un peu la même chose. Nous, justement, on est assez égoïste dans la manière dont on design les choses. En général, ça vous plaise, tu vois, ça partait d'une idée, c'est de se dire, demain, si je voulais une montre, ce serait quoi? Moi, j'avais un sujet à l'époque que j'aimais bien, c'était en gros les montres militaires des années 60, 50, 60, et j'avais un chrono des années 40 qui m'obsédait un peu. Et en fait, je suis reparti de la même base. Ce chrono des années 40, c'est un chrono step case, donc Longines en a fait par exemple, Wittnauer en a fait, donc tu avais plein de marques qui utilisaient en fait le même genre de design. Et en fait, ce design de boîtier-là, donc c'est un design des années 40, mais c'est un design que je trouvais assez moderne au final dans l'approche et qui se... Tu vois, tu dirais pas que c'est un truc des années 40, c'est pas vieillot, tu vois, en gros. Ça a bien vieilli. Et donc, j'ai utilisé cette base-là pour la première. Et en fait, en partant de cette base-là, j'étais dans le train un jour, je sais plus où j'allais. J'avais 3 heures devant moi et je me suis dit, OK, plutôt que de refaire un truc complètement différent et repartir de zéro pour refaire une plongeuse, on va partir de la même base pour avoir les mêmes codes et on va venir ajouter des trucs dessus. Donc, j'ai mis une lunette tournante, donc c'est typique sur les plongeuses. J'ai modifié, tu vois, l'aspect du cadran, et en fait, en récupérant un petit peu les mêmes codes, la même base, mais en associant des codes de montre de plongée, en partant de la même base, j'ai fait une montre de plongée. Et au final, tu vois bien le lien de parenté entre les deux, donc tu as vraiment une espèce de continuité de design entre les deux. Tu peux reconnaître le langage qui est le même sur les deux. Donc, ça te permet vraiment d'avoir, tu vois, une gamme reconnaissable. Et en gros, aujourd'hui, c'est toujours un peu la même recette qu'on fait. C'est qu'on veut que, tu vois, à cette distance-là, si tu reconnais une Baltic, que ce soit une GMT, une Aquascaf, un chrono ou autre, tu es capable de discerner les codes qui font que c'est reconnaissable.
toujours la façon dont vous procédez aujourd'hui pour développer des montres. Ouais, il faut que ça vous plaise à vous d'abord, c'est toujours une passion de l'équipe. Exactement. Et en fait, si tu veux, les inputs clients, tu vois, on les reçoit. Et en fait, en général, on les écoute pas trop, d'ailleurs. C'est vrai. En fait, tu vois, par exemple, je te prends un exemple un peu typique, les commentaires. Que ce soit sur les forums, sur Insta, sur toutes les plateformes possibles, imaginables. Si tu as 10 commentaires ou 100 commentaires en réponse à la présentation d'un nouveau design, par exemple, chacun aura un peu son avis sur les choses à changer, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Mais au final, ça, c'est que les gens qui vont avoir le persona de te dire je vais prendre l'énergie pour donner mon avis, écrire un commentaire, tu vois, sur une vidéo YouTube, sur un post Insta ou autre. Et en fait, derrière, tu as peut-être 10 fois plus de gens qui sont OK avec ça, mais qui ne le disent pas. Et donc, en fait, si tu veux, tu as toujours un peu un cluster de gens qui sont susceptibles de donner leur avis, mais qui ne représentent pas forcément un échantillon complet ou un échantillon représentatif de tes acheteurs. Donc en fait, si tu veux, je pense qu'il faut éviter de donner trop de crédit, bizarrement, aux clients, parce qu'il faut être capable justement de suivre un peu ce que tu as en tête, de suivre un peu la ligne de direction artistique que tu peux avoir, en disant, OK, peut-être que les clients n'ont pas justement tous les outils pour se rendre compte que modifier ça a une incidence, que faire ça peut aller à l'encontre, si tu veux, un peu de la philosophie de design que tu t'es fixée au début. Donc en fait, c'est un peu... je pense que tu as des marques qui sont très à l'écoute de leurs clients. Et je pense que ça peut marcher, mais ça peut être un piège, justement, d'écouter les gens qui ont tendance à donner leur avis et qui ne sont pas forcément représentatifs d'un échantillon beaucoup plus large de tes clients. Et toi, tu as la chance quand même d'être dans ton client type, en fait, aussi. Donc, Ouais, tout à fait. Mais non, mais c'est le meilleur... Justement, c'est une bonne configuration. Je pense que c'est vraiment la meilleure configuration, c'est de vraiment être client de sa propre marque. Ouais. Demain, si j'avais pas fait ça et que je voyais ces produits, je pense que ça me plairait beaucoup. Ouais. Et en fait, partant de ce principe-là, si ça me plaît... Moi, je suis un client type. Ça veut dire qu'il y en a des milliers, des personnes qui ont le même goût, les mêmes attraits, avec des nuances, bien évidemment, avec 7 milliards de nuances. Mais par contre, voilà, on se retrouve autour du même produit, tu vois, potentiellement. T'as jamais tiré à côté sur un design ? Si, il y a forcément eu des foirés un peu, tu vois, mais plus ou moins. Mais des fois, en fait, tu te dis, tiens, c'est marrant, c'est vraiment, là, je pense que c'est juste, il y a un truc et tout. Et puis, des fois, ça prend pas. Et en fait, tu peux attendre 1 an et voir que ça finit par prendre à un moment. Tu vois, des fois, tu vois, là, par exemple, au bout de 7 ans, on a fait une collection qui sort justement un peu... de ce qu'on a l'habitude de faire et de la stratégie de design que je t'ai donnée juste avant. Et au début, et on savait que ça allait un peu choquer, mais au bout de 7 ans, on s'est permis de se dire, OK, tu vois, en fait, il est peut-être bon aussi de changer, de proposer quelque chose de différent et de vraiment... pas pareil que ce qu'on a fait auparavant. Salut, c'est Théo, je te fais une courte interruption. Chez Kodak, on a une équipe de 60 personnes qui accompagnent les marques pour atteindre leur business plan digital via les bonnes méthodes de media buying, une réflexion publicitaire faite par des creative stratégistes et une expertise tracking qui est le nerf de la guerre à notre ère d'internet. On est partenaire premium de toutes les régies digitales, ce qui nous permet de bénéficier en avant-première des nouveautés et d'en faire bénéficier nos clients. Si jamais tu veux en savoir plus, nos experts Kodak proposent des audits qui te permettent de répondre à la question est-ce que tu es à jour par rapport aux bonnes pratiques de ton marché, ou alors est-ce que tu passes à côté d'une opportunité de croissance facile. Tu peux réserver un appel de découverte sur le lien en bio, il suffit juste de dépenser plus que 5 000 € par mois en publicité, ou alors de faire plus que 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, je laisse nos clients te dire ce qu'ils pensent de nous. L'accompagnement, il est vraiment top. On est à plus 30%. On performe très bien sur les réseaux et sur Internet. Kodak s'est toujours montré force de proposition et c'est très plaisant. Sans eux, moi, je m'en sortirais pas toute seule. Et ça a eu un peu de mal à prendre, très honnêtement. Mais on se doutait bien que c'était un peu plus niche et que c'était un petit peu plus compliqué, mais qu'on voulait, tu vois, donner cette impulsion de OK, faisons un truc un peu différent. Et au final, on a refait là dernièrement une série limitée qui est basée sur le même modèle, prismique du coup, et on a vendu 600 pièces avec des cadrans en pierre en 4 minutes, basé sur le même modèle. C'est le drop récent là, du coup c'est le lancement qu'on a fait en septembre. Ouais. Donc, t'avais c'était 3 cadrans en pierre qui représentaient donc les 3 showrooms, donc le showroom de Londres, le showroom de New York et le showroom de Paris. Donc t'avais une pierre, donc une couleur de cadran grosso modo, mais c'est des vraies pierres, hein, mais chaque couleur représentait
un des showrooms. Donc tu vois, ça a pas marché à la base parce que le langage de design était peut-être un peu trop différent. Ça clashait peut-être un petit peu avec ce qu'on avait fait précédemment. Mais au final, dans une autre configuration très très proche, ça a marché. Je t'en parlais avant de démarrer l'épisode. Je suis toujours très curieux parce que c'est une démarche, je pense, consommateur que j'ai un peu plus de mal à comprendre de tous les marchés où pour répondre à un besoin client, tu dois identifier une trend, un goût. En fait, donc soit design, les marques de fashion, c'est la même chose. Et dans l'air du temps, c'est un choix en fait. Donc toi, tu as le luxe d'être dans ton persona type. Et en fait, il faut que tu t'assures que toi, les trucs que tu kiffes correspondent quand même à un marché derrière. Si tu veux que la boîte soit 10 fois plus grosse, par exemple. Il faut potentiellement qu'il y ait 10 fois plus de personnes qui aient les goûts d'Étienne. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est un truc que tu as déjà imaginé? Est-ce que tu as prolongé un petit peu ça? Parce que votre démarche créative aujourd'hui, elle est très dépendante de toi, du coup, c'est toi le designer. Alors, on est deux, du coup, mais oui. Enfin, entre autres, vos goûts, disons les goûts de l'équipe fondatrice. Est-ce que c'est un truc que tu vois scaler de la même façon avec une boîte 10 fois plus grosse? Écoute, je pense que oui, mais je peux me gourer. En fait, c'est un peu. Je pense que c'est pas. À mon avis, le produit, c'est pas simple, effectivement, parce que, tu vois. Ça oscille beaucoup, quoi. Et en fait, les oscillations de goût des gens, les attentes, etc., elles sont effectivement pas écrites, tu vois, quelque part. Elles sont souvent induites, les codes changent un peu. Tu vois, je pense que les gens aujourd'hui apprécient beaucoup plus les couleurs qu'avant. Et ça, en fait, t'as du mal à le voir avant nécessairement de t'en rendre compte. Physiquement chez des concurrents, dans d'autres milieux, tu vois. Faut essayer, en fait, je pense, pour éviter d'arriver trop tard, il faut être au taquet partout, il faut être au taquet dans d'autres milieux, donc il faut avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs en se disant tiens, tu vois, je fais un parallèle avec un autre truc, mais peut-être que dans ce milieu-là, cette trend-là, elle peut avoir des répercussions dans mon milieu, tu vois. Et donc, totalement en dehors de l'horlogerie, tu veux dire? En dehors de l'horlogerie, et puis tu vois, des fois, il faut justement trouver cette petite innovation qui fait que ce sera applicable à ce que tu peux faire sur une montre, par exemple. Donc, je pense qu'il faut rester vraiment aux aguets. Il faut être curieux. Et en fait, il faut aussi se dire « Ah, mais ça, c'est un potentiel parce que je ne l'ai pas vu avant et moi, je kifferais ça. » Mais il faut se dire aussi « Tiens, moi, je kifferais ça, mais... » je suis, tu vois, le persona de Baltic aussi, mais justement, il faut de temps en temps freiner un peu, tu vois, ce sentiment-là, parce que peut-être que c'est trop en avance. Et en fait, tu vois, moi, par exemple, je peux avoir tendance à me lasser d'un truc, lasser d'un de mes produits, par exemple, mais il faut quand même que je garde en tête que, en fait, je les vois 10 heures par jour, donc c'est normal, tu vois. Donc il faut que j'arrive à oublier et à passer à autre chose. Donc c'est un peu, franchement, c'est un flow assez compliqué et assez compliqué même à mettre des mots dessus, je pense. C'est une démarche créative. C'est une démarche créative, c'est du feeling, c'est un flow, c'est des fois, j'ai une idée, ça peut être cool, vas-y, je la mets sur le papier, on voit, et puis des fois ça prend pas, des fois, tu vois, il y a eu un produit qu'on a maturé pendant 3 ans et demi, 4 ans, et on a fini par trouver le petit truc qui faisait que c'était cool. Mais pendant 4 ans, ça ressemblait à 80% de ce qui est finalement sorti 4 ans après, quoi. Mais il manquait le petit 20% je sais pas. Il faut un petit truc. Et on a fait une couronne intégrée sur une petite montre fil de 37 mm qui s'appelle la Hermétique. Et je trouve que ce petit truc-là, c'était, tu vois, l'ingrédient de la recette qui manquait à la base. Tu parlais des showrooms avant. Où est-ce que ça se place dans le parcours de conversion d'un client? Je pense que ça dépend malheureusement de la situation géographique des clients, parce que du coup on est présent dans 3 villes. Alors en fait stratégiquement on s'est mis dans des hubs. Paris stratégiquement on n'a pas choisi, mais c'est là où on vit, donc mais c'est quand même un hub touristique important. Et en fait depuis le début, donc depuis le jour 1, même avant le jour 1, on a toujours fait des rendez-vous. Et en fait on a toujours vu qu'il y avait quasiment j'ai pas la stat exacte en tête, mais je pense qu'il y a 40% d'étrangers, 35 à 40% d'étrangers à Paris, tu vois. Et puis, ça n'a jamais vraiment changé. On convertit 60%, je crois, des gens qui viennent au showroom. Et quand on a ouvert à Londres, pareil, quasiment 40% d'étrangers aussi. Même, je crois qu'à Londres, c'est même un peu plus que ça. Donc, en fait, c'est toujours des gens qui sont en voyage, qui sont en escale,
qui viennent, tu vois, par exemple à Londres de temps en temps, mais des pays où t'as pas accès facilement, tu vois, j'en sais rien, un mec qui vient du Danemark, on n'a pas de showroom au Danemark, mais il vient à Londres 3 fois par an, il va se dire, ok, ben il y a un showroom à Londres, donc je vais profiter de mon prochain passage pour passer au showroom. Et New York, c'est un peu pareil, sauf que c'est un hub international, mais c'est aussi un hub local important pour les US. Et du coup, les US, pour nous, c'est méga important parce que c'est notre premier marché. Donc on a fini, c'est le 3e showroom en date qu'on a ouvert il y a 3 mois maintenant, mais je pense que c'est celui qui finira par prendre beaucoup d'importance parce que c'est notre premier marché. Ce qui est intéressant avec les marques du coup basées sur disons, le goût du consommateur, j'aime bien ce produit, je le trouve beau, c'est que j'imagine que ça s'internationalise mieux qu'une boîte qui répond à un besoin d'un consommateur, d'un Français, tu vois, et qui va galérer avec le marché. Bien sûr. Le marché allemand, en fait, vous avez directement bénéficié d'une clientèle. Je pense que tu me le disais avant, vous avez vendu à combien de nationalités différentes ? 160 pays, je crois, différents depuis le début. Tu vois, on prenait sur Analytics tous les chiffres d'affaires faits dans chaque pays, et ouais, on avait quasiment 170 pays, je sais plus. C'est vraiment, ça se barre partout, quoi. C'est des goûts mondiaux, en fait. Ouais, et je te disais justement, en fait, si tu veux, je pense que les gens qui s'intéressent à l'horlogerie lisent tous les mêmes choses. C'est ultra mondialisé, c'est une niche, donc en même temps, tu vois, il y a peu d'horlogers au Kazakhstan, tu vois. Donc t'as pas de marque au Kazakhstan, ou peut-être d'ailleurs, mais en tout cas, on les connaît pas. Mais tu vois, c'est un milieu de niche qui concerne quelques pays qui produisent les montres, ou qui produisent des marques en tout cas. Et aujourd'hui, les gens qui se renseignent pour s'acheter une montre vont sur les mêmes plateformes. Donc tu finis en fait par trouver les mêmes infos, que tu sois au Japon, en Pologne ou au Canada. Donc c'est pour ça que en fait, les goûts ont tendance un petit peu à s'uniformiser un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui plus capable de vendre des montres un peu partout que avec la même marque il y a 20 ans, tu vois, où on aurait dû affronter des barrières culturelles importantes. Aujourd'hui, tu vois, le seul pays dans lequel on prend un peu de mesures particulières, c'est le Japon. On a un distributeur au Japon parce qu'il y a la barrière de la langue. Et là, pour le coup, même l'anglais est une barrière, quoi. Et c'est un pays qui culturellement est assez différent, et ils ont encore du mal du coup à passer à l'achat web comme un mec à Singapour pourrait le faire sans problème, par exemple. D'accord. Et parce que vous êtes une marque quand même qui a une dominante e-commerce largement. Ouais, tout à fait. L'intérêt d'avoir un showroom en fait. Donc l'intérêt d'avoir un showroom, c'est de pouvoir premièrement montrer qu'on n'est pas une marque, tu vois, de la réassurance sombre dans un bureau où en fait les gens se disent ok, bah, je donne pas le crédit et l'assurance à cette marque-là pour dépenser mes 700 € parce que je sais pas si le produit va arriver. Donc la réassurance e-commerce. La réassurance e-commerce. Et aussi pour, tu vois, justement, avoir cette proximité physique avec nos clients. Alors, on peut pas l'avoir avec tout le monde dans tous les pays, mais en tout cas, les gens savent que si tu veux nous trouver quelque part, tu peux. Et ça, c'est méga important parce que, voilà, tu vois, une boîte e-commerce, pour moi, en tout cas dans ce milieu-là, elle se doit de montrer aussi que derrière, tu as des mecs, tu as des profils, des gens intéressants qui bossent, qui ont des choses à raconter sur la marque, sur ce qu'on en fait, sur l'histoire, etc. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir vraiment cumuler les deux, quoi. En fait, si tu veux, notre vitrine e-commerce, c'est l'accessibilité la plus facile, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de montrer qu'on est une marque dynamique physiquement aussi, quoi. Ok. Vous avez été challengé un peu sur ce créneau donc, du néo-vintage, c'est ça ? Ouais, alors il y en a de plus en plus, donc oui, on est un peu... Enfin, il y a une concurrence plus féroce d'année en année, mais c'est encore un petit marché, et en fait, les concurrents, on se connaît tous, et on s'entend tous assez bien, d'ailleurs. C'est ça qui est rigolo, et du coup, c'est plutôt... en vrai, c'est plutôt bonheur et bonne ambiance, tu vois, avec les autres, donc ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, il y a beaucoup de monde. Après, justement, en fait, on faisait partie du premier train, quoi. On était dans le premier train, dans le premier wagon, ce qui est un avantage forcément hyper important. Aujourd'hui, monter une marque, c'est à la fois plus facile, dans un sens, parce que tu peux avoir une exposition plus importante que ce qu'on a pu avoir à l'époque, beaucoup plus facilement, parce que le marché a grossi, parce que
t'as plus besoin de batailler pour avoir cette légitimité-là sur laquelle nous, on a bataillé. Parce que justement, aujourd'hui, tu vois, les gens peuvent chercher des petits horlogers, chercher des petites montres que personne n'a, etc., un peu en faisant confiance à la volée, quoi. Donc, tu peux profiter de cet essor-là et en même temps, il y a du monde. D'accord. Et il y a vraiment beaucoup plus de monde qu'avant. Et sur quoi elle se gagne la bataille ? La bataille, elle se gagne, elle s'acquiert au fur et à mesure sur la visibilité, sur qui aura une idée, tu vois. Si tu trouves un meilleur design, à un moment, tu peux prendre de l'avance sur... Ouais, alors un meilleur design, je sais pas si meilleur c'est le mot, mais en tout cas, quelque chose de différent, quelque chose qui va résonner au bon moment. Tu vois, il y a beaucoup de timing, je pense, paradoxalement ou pas, mais dans l'horlogerie, mais voilà, faut être là au bon moment. Aussi. Et en fait, il y a un autre truc, à l'inverse, tu vois, d'être là au bon moment, un peu, tu vois, de viser juste. Il faut, et ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré dans ce milieu-là, c'est que, encore une fois, par exemple, je te donne la Submariner Rolex, qui est sortie fin des années 50. Si tu regardes le produit de base fin des années 50, pardon, et aujourd'hui, en 2024, en fait, il y a assez peu de différence. Elle a quasiment pas bougé. C'est une icône. Comme une 911, tu vois, ça n'a pas beaucoup changé non plus. Mais en fait, c'est un des rares produits où tu peux finalement traverser un peu les âges sans forcément venir tout chambouler. Et en fait, pour moi, c'est la recette du succès là-dedans, dans l'approche produit en tout cas, c'est d'avoir une section de tes produits, bien essayer des choses, innover, proposer des choses différentes, et une section stable. Tu vois, où en fait, tu pourrais très bien acheter cette montre-là aujourd'hui parce que tu aimes bien, mais dans 10 ans, tu peux très bien penser la même chose et en fait, elle n'aura pas pris de coup de vieux, ce modèle, tu vois. Et donc, c'est vraiment essayer de faire coïncider un peu les deux, avoir vraiment un basique où tu sais que ça peut traverser les âges et que tu peux les garder pendant longtemps et que ça peut justement devenir un basique pour les gens et en même temps proposer des choses innovantes à côté pour dynamiser un peu ce qui se passe quoi, dans la marque. Donc le défi, c'est de produire un intemporel. Une fois que tu as un intemporel, tu peux construire une marque pendant 10, 20, 30 ans, etc. Je pense que tu satellites, montre, en fait, tu vois, tu fais des satellites autour qui peuvent devenir du coup des intemporels de la même manière. Mais en tout cas, je pense qu'il faut trouver un peu son Pareto, quoi, le 80-20. Tu vois, il faut que tu aies 20% de ta collection qui fasse un peu 80% de ton chiffre, ou 70 peut-être, je sais pas. Et c'est le cas chez Rolex, par exemple, des trucs comme ça, enfin, la proportion. En fait, Rolex, c'est une fondation, c'est pas une boîte privée, donc il n'y a pas d'infos. Il y a juste pas d'infos. Et chez les autres, je sais pas. Chez les autres, il y a plus d'infos, mais non, la transparence en Suisse, ça te parle ou... Voilà. Non, tu vois, il y a vraiment pas trop d'infos connues. Il y a un rapport Morgan Stanley qui sort tous les ans où tu as le nombre d'unités vendues de chaque marque, mais franchement, t'as pas beaucoup d'infos. Mais au global, je pense que, je te dis encore une fois, le 80-20, à mon avis, ça marche assez souvent. Et oui, Rolex doit... Omega pareil et Audemars Piguet pareil, tu vois, tu as des intemporels qui font clairement qui fonctionnent en locomotive de chaque marque et à côté tu as les sides qui viennent remplir un petit peu les petits trous à droite à gauche, quoi. Parce que sur une échelle un peu plus longue, si on allonge 10, 20, 30 ans, et comment tu crées par exemple une Daytona? C'est chaud. Genre là, alors redis-moi le nom du modèle qui est votre best-seller. L'Aquascaf. Aquascaf. Ouais. Pour en faire quelque chose d'iconique, international, tu vois, la marque la plus reconnue de sa gamme, déjà, je sais pas, peut-être que c'est déjà le cas, hein, mais... Non, je pense qu'on a une bonne place parmi les marques de ce marché, mais ce qu'il faut, je pense que c'est il faut que ce soit un basique, donc je pense que le design doit compter pour beaucoup là-dedans, l'histoire aussi, enfin, tu vois, en fait, je trouve que le marketing, on a une mauvaise approche en France. Je parle des clients, pas nécessairement des gens qui bossent, tu vois, pour ça, mais qui bossent dans le marketing. Mais c'est toujours, il y a toujours une connotation négative, tu vois. On nous raconte des bobards un peu, quoi. Tu vois, on se fait embobiner dans un truc. En fait, moi, ce que j'aime bien dans l'horlogerie, et dans le produit de la montre, c'est que si tu pars de la montre en elle-même, ça te donne l'heure. Bon, avant, il s'avère que c'était utile. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, tu vois, grâce à ça. On a l'heure partout. Enfin, tu vois, ça reste un bijou aujourd'hui, finalement.
ça peut être un peu statutaire aussi. Voilà, ça vient mélanger d'autres choses aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est, je trouve, hyper intéressant dans ce produit-là, c'est que tu es capable, par le prisme de l'horlogerie, de le lier à plein d'autres univers. La course automobile, le sport, la plongée, les montres utiles, militaires, par exemple. Et en fait, si tu veux, via les liens que tu peux faire avec tous ces milieux-là, il y a tellement d'histoires à raconter. Il y a, tu vois, tu peux... Enfin, les grandes marques ont créé des icônes. Aujourd'hui, créer une icône, je pense que c'est assez difficile, mais parce que justement, il y a plein de choses qui ont été déjà faites et des recettes qui ont été poncées, tu vois, bien évidemment. Mais c'est un milieu dans lequel tu peux créer des ponts avec plein d'autres milieux et du coup nourrir un petit peu ton histoire, pas seulement que en parlant d'horlogerie stricto sensu, quoi. Et je pense que justement, créer une marque, c'est aussi avoir de bons partenariats, raconter de belles histoires, les mettre en forme de la bonne manière. Tu vois, nous on fait des films à chaque sortie quasiment, sortie importante au moins, donc on fait peut-être 2 films par an, et en fait ces films-là c'est un peu pour moi ce qui restera de l'image de Baltic dans 10 ans, tu vois. Dans 10 ans tu ouvriras YouTube et tu te diras on a fait tous ces films-là qui représentaient toutes ces différentes montres et toutes ces différentes approches, tu vois. Et c'est un truc qui restera consultable, tu vois, normalement ad vitam aeternam. Et on doit laisser des traces en termes de marketing là-dessus, tu vois. Donc, à raconter de belles histoires. Et en fait, justement, je trouve que c'est un peu dommage que les gens aient un peu cette idée d'un marketing un peu bobard, parce que justement, quand ces histoires, elles sont bien racontées et quand elles te parlent, normalement, ça te donne envie, ça te donne toujours envie de te projeter, tu vois. Une histoire que je raconte de temps en temps, tu vois, donc j'ai vendu des montres qui étaient dans la collection de mon père pour en racheter, et j'ai toujours voulu être pilote quand j'étais gamin. C'est assez cliché, mais... Je viens de comprendre ta photo de profil WhatsApp. C'est bon, avec le casque. Et j'ai toujours voulu être pilote quand j'étais gamin, mais problème de vue oblige, je ne pouvais pas. Et si tu veux... L'imagerie de l'aviation m'a toujours beaucoup plu. Et dans cette imagerie-là, il y a une montre qui ressort. Enfin, il y en a plein, mais en tout cas, il y en a une qui ressortait pour moi plus que d'autres. C'est Rolex GMT, du coup. Et donc, à 18 ans, j'ai vendu quelques montres et j'avais un petit peu de sous de côté. Et je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une Rolex GMT. Et en fait, en faisant ce truc-là, en achetant ça, j'avais plus l'impression d'être proche d'un pilote en ayant ça au poignet que en ne l'ayant pas, tu vois. Et en fait, cette espèce de transposition que tu peux faire via le marketing autour d'une montre, je trouve que tu le retrouves dans assez peu de milieux, finalement. Et comment vous bossez les associations du coup de marques avec Baltic ? Des collabs, tu veux dire? Ouais, vous visez sur les secteurs dont tu parlais, automobile, alors, etc. On a des secteurs particuliers sur lesquels on a l'habitude de faire des collaborations ou sur lesquels on s'expose un peu plus. On a le sport automobile, notamment. Ouais. Ça, pas mal. On est chronométreur officiel de Tour Auto. En gros, c'est la 2e plus grosse compétition française et européenne d'ailleurs au final, d'auto classique après les 24 heures du Mans. Donc tu as les 24 heures du Mans modernes entre guillemets et les 24 heures classiques. Il y a une alternance une année sur 2 à chaque fois. Et en fait on se place sur ces événements-là parce que justement les gens qui consomment du sport auto, de l'automobile en général, sont les mêmes profils que dans l'horlogerie pour les gens qui sont peut-être un petit peu plus... qui connaissent un petit peu ce milieu-là. En gros, des mecs qui collectionnent des montres, c'est souvent des mecs qui collectionnent des bagnoles, quoi. Okay. Donc on essaie un peu de se placer, tu vois, de faire des passerelles avec des milieux comme ça. La plongée aussi, parce que dans la plongée, ça a été... l'horlogerie a été un outil utile pendant des décennies, aujourd'hui un peu moins, mais tu as quand même beaucoup d'amateurs d'horlogerie dans la plongée. Et tu sponsorises des plongeurs ? Alors, on fait des partenariats avec des plongeurs connus et on aura d'autres partenariats sur des événements nautiques à venir. Pareil, ça c'est aussi un milieu assez traditionnel, tu vois, dans l'univers de l'horlogerie. Et voilà, on essaie, tu vois, d'avoir des événements qui communiquent, disons, en masse, entre guillemets. Et là, on a 2 événements sur lesquels on va se placer l'année prochaine, mais encore un peu tôt pour en parler, malheureusement. Je t'en reparlerai en off. Mais c'est des événements assez connus du grand public.
sur lequel on se placera et sur lequel on essaiera de faire un petit peu de visibilité, quoi. Okay. Et je pense que tu as besoin un peu justement de lier ta marque à d'autres univers pour essayer de sortir un peu du carcan, tu vois, de ton milieu. Et ces passerelles-là, encore une fois, je pense qu'avec l'horlogerie, elles sont facilement faisables, quoi. Je me rends compte, je sais pas si on n'a pas du tout respecté la trame des 3 phases, mais bon, on a un peu imputé sur celle d'après, donc peut-être qu'on va repasser sur chacune d'entre elles pour être sûr qu'on n'ait rien oublié. Tout à fait. 2020, c'est le Covid, qui est un coup d'accélérateur pour vous, pour l'horlogerie de manière générale. Coup d'accélérateur pour l'horlogerie en général, tout simplement. Alors, il y a eu l'électrochoc de l'annonce du confinement où bien évidemment tout le monde a fermé les valves, tout le monde a flippé et ça devait être la crise partout. Et en fait, donc les traditionnels sont restés fermés, forcément, boutiques fermées, hein, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Donc les traditionnels ont eu beaucoup de mal, je pense, dans cette période à se remettre en question pour essayer de trouver des solutions. Et en fait, le milieu qui en a le plus profité, c'est le nôtre. Donc c'est montre D2C entre 500 et 2000 balles. Parce que tout le monde était chez soi et en fait tu te retrouvais à avoir du temps pour consulter plein de sites, te renseigner, passer du temps avec les autres collectionneurs à dire qu'est-ce qui est cool en ce moment. Et en fait nous on a assez vite vu que fallait pas en fait rester fermé, quoi. Donc on avait coupé les budgets marketing à ce moment-là et en fait ça a duré je pense 5 jours où on s'est dit mais c'est sûrement la mauvaise idée de tout couper et justement il faut c'est peut-être le moment en fait de s'exposer, quoi, au fond. Donc c'était un peu difficile forcément logistiquement parlant, mais en fait ça a forcé les gens à regarder Internet comme un inévitable pour consommer des produits horlogers. Et ça, je pense que c'est l'impulsion dont ce marché avait besoin au global, l'horlogerie au global pour tout le monde. Le marché qui était plus agile pour se réveiller rapidement, en tout cas pour être actif rapidement là-dessus, c'était les D2C, quoi. Ça c'est clair. Donc ça nous a bien profité, je pense, à tous, nous y compris. Et ça a réveillé les autres en se disant bon, en fait, Internet c'est peut-être pas un outil à oublier. Et on va peut-être devoir en faire quelque chose quand même. Donc ça a été je pense que ça a été un électrochoc pour le milieu en général, et ça a été un accélérateur pour nous. Et en fait, donc c'est une transition pour la troisième partie. Je pense que ça a été l'accélérateur de la bulle horlogère qu'on a vu naître à partir de ce moment-là jusqu'à 2022-2023, où justement il y a eu un afflux énorme de gens qui sont rentrés parce qu'il y avait une bulle spéculative énorme sur les traditionnels, sur les indépendants horlogers et même sur les marques comme nous, parce que du coup, nous, on avait quelques produits, tu vois, en édition limitée par exemple, qui se revendaient beaucoup plus cher sur le marché de la seconde main par rapport au prix neuf. Mais qui est lié à quoi, cette bulle Offre et demande, tout simplement. Il y a énormément de gens qui sont rentrés à ce moment-là. Qui sont intéressés aux montres. Qui sont intéressés aux montres à ce moment-là. Et pourquoi ? Je sais pas, il y a eu une dynamique particulière. Il y a eu quelques produits où en fait les cotes se sont envolées et en fait je pense que ça a créé un afflux, tu vois, une hype immense sur quelques produits. En fait, ça a vraiment tiré un peu tout le monde dans le même panier, quoi. Donc il y a eu une grosse hype sur l'horlogerie, une hype qui est en train quand même de se tu vois, assainir entre guillemets parce que c'était devenu un peu délirant. Ouais. Et qui a le plus souffert de la redescente du soufflet ? Je pense que ceux qui souffrent le plus, c'est toujours les traditionnels, parce qu'en fait, comme d'habitude, tu vois, t'as beaucoup plus. C'est des structures qui sont quand même beaucoup plus lourdes, qui ont beaucoup plus de mal justement à subir un peu les crises. Nous, tu vois, on est une structure légère. On a relativement peu de coûts, tu vois, fixes par rapport à des structures comme ça. Et je te donne un exemple type. Rolex fait à peu près 1 million de montres par an. Dans les chiffres officieux, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel vu que c'est une fondation, mais dans les chiffres officieux, on était aux alentours de ça. Et en fait, si tu veux, il y a eu un pic de demande énorme et Rolex devait produire pour répondre à la demande peut-être 1,5 million, 1,6 million unités pour pouvoir répondre à la demande. Sauf que pour faire ça, tu es obligé de
d'augmenter tes capacités de production de façon drastique. Ouais. Et pour faire ça, tu es obligé de racheter des usines, d'employer des gens. Ouais, tu peux pas downscale quand c'est terminé. Tu peux pas downscale quand c'est terminé. Donc en fait, si tu fais ça, c'est que tu as pris la décision de rajouter à l'outil productif et tu peux plus faire marche arrière et tu es obligé de socler ce truc-là. Il y a des financiers qui se sont cassés la tête en prévision de flux. C'est sûr. Donc en fait, si tu veux, je pense qu'ils ont maintenu leur production pour avoir une demande bien supérieure à ce qu'ils étaient capables de produire. Et ça a créé cette bulle-là un peu. Ils ont un petit peu justement réélevé ce truc-là. On estime qu'aujourd'hui, ils font entre 2. Ils ont ouvert une nouvelle usine justement, donc ils vont faire entre 1,2 et 1,3 million d'unités. Mais c'est engageant. Donc tu fais pas ça, tu fais pas ça facilement. Nous, demain, si on vend 3 fois plus de montres dans l'espace de 2 ans, ça n'aura pas d'incidence si les 2 années d'après, on est obligé d'en faire moins. Donc, on n'a pas les mêmes contraintes. Et je pense que c'est toujours les traditionnels qui prennent le plus cher. Et en plus de ça, parce que c'est intermédiarisé et que, tu vois, justement, tes distributeurs, tes retailers ont tendance à faire des soldes sur les produits que tu veux pas voir soldés. Donc, c'est un milieu dans lequel, quand c'est la crise, il faut pas que ça se voit en plus, tu vois. Donc, ça peut être un peu violent, tu vois. Par exemple, Cartier avait détruit des centaines de milliers de montres qui étaient invendables parce qu'on ne pouvait pas les retrouver en solde quelque part. Donc c'est un milieu, tu vois, sur lequel on doit toujours faire bonne face, quoi, un peu. Okay. Donc il faut éviter les conneries. Et en D2C, c'est quoi les exemples de réussite vraiment des marques qui ont réussi à scale? J'en ai une qui me vient à l'esprit, qui est un peu la première marque old school qui s'est dit nous on n'a pas le choix, en fait on veut vraiment faire ça que sur internet. C'est Christopher Ward en Angleterre. Et ils ont commencé et ça a toujours été la même stratégie de vendre via leur site web. Il devait avoir quelques détaillants, mais en tout cas, c'était pas leur stratégie principale. Et aujourd'hui, ils doivent faire, je sais pas combien d'unités, mais ça doit être pas mal. Mais ils font 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois. Et ça, c'est une belle réussite à l'échelle de leur lot global et à l'échelle du D2C. C'est une belle réussite. Ouais. Vous communiquez en public sur votre chiffre d'affaires ou pas? Oui, en gros. C'est pas nécessaire. Ouais, tout à fait. Le chiffre de l'année dernière, c'était 10 millions d'euros de volume d'affaires, de chiffre d'affaires. Ok. C'est normalement mon truc, je suis un mauvais podcasteur parce que normalement il faut le faire dire au démarrage, comme ça fait rester les gens et tout. Ouais. Mais je le remettrai dans l'introduction. Donc, ça va. Ouais, t'inquiète, pas de souci. Je vérifie que j'ai été posé toutes les questions que je voulais te poser. Et je crois bien, écoute Étienne, ça fait 1 heure, un peu plus. Ouais. Écoute Étienne, merci beaucoup. On arrive au bout de cet entretien. Tu m'as donné 1 heure de ton temps, c'est adorable d'être venu jusqu'à Versailles. Donc les trajets sont toujours un peu longs. Je crois que t'as mis 1h15 pour venir. C'est toujours un peu long. La vraie question, c'est combien de temps je vais mettre pour rentrer? Là, c'est 18h. Aïe. Je suis désolé. Écoute, j'espère que l'échange n'aura pas été trop désagréable. En tout cas, j'espère qu'il aura plu aussi à nos auditeurs. Et je leur donne rendez-vous dans un prochain épisode des Brutes Acquisitions. Salut à tous. Salut.